Bonjour à tous, distingués panélistes. Avant de débuter, j'aimerais saluer l'ensemble des participants ici présents et remercier évidemment les organisateurs pour leur invitation. C'est vraiment agréable là, de prendre contact à nouveau en personne. En tant que sous-ministre associé aux Mines et au nom du gouvernement du Québec, j'ai le privilège de partager cette tribune avec des conférenciers de grande qualité et d'ouvrir cet atelier sur les perspectives régionales en matière de pratiques minières modernes dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques. Ces dernières années, la pandémie et plus récemment la guerre en Ukraine ont particulièrement mis en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité de revoir nos façons de faire et de privilégier aussi les partenariats. En même temps, se profile à l'horizon une croissance fulgurante de la demande des minéraux critiques et stratégiques, due notamment à la fois à la transition numérique, à la transition énergétique, à l'électrification des transports et à la décarbonation des économies, comme Monsieur le ministre Fitzgibbon l'a mentionné. Alors, comment faire face à cette mouvance géopolitique et répondre aux besoins croissants en MCS? Ici, au Québec, on a la chance de disposer du potentiel minéral le plus diversifié au Canada. Et on possède aussi l'ensemble des minéraux nécessaires à la production de batteries, que ce soit le nickel, le lithium, le graphite également. Donc, on a la moitié des projets de lithium au Canada sont situés au Québec. Et évidemment, on a aussi la présence des alumineries. On met déjà en valeur ce potentiel minéral-là. On a 22 mines en opération, puis on a environ 34 projets miniers en développement. Notre longue feuille de route dans le domaine minier s'accompagne évidemment d'une expertise minière particulière qui nous a permis de bâtir un écosystème minier qui s'appuie sur des conditions gagnantes. Puis le thème de l'atelier aujourd'hui, ça s'inscrit en parfaite symbiose pour travailler à l'atteinte de ces conditions gagnantes-là. D'abord, l'activité minière doit opérer sur un cadre juridique qui est moderne et qui est stable. Et il faut aussi encourager le dialogue entre les promoteurs et les milieux d'accueil le plus tôt possible dans le processus. Bien sûr, ça nécessite de l'énergie, des efforts, ça prend du temps, mais par expérience, je peux vous assurer qu'un projet bien implanté dans son milieu, ça peut résulter en un projet de mine. Sinon, c'est vraiment un gage de réussite à long terme. Dans cet esprit de cohabitation harmonieuse-là, l'acceptabilité sociale, ça fait partie de nos façons de faire et on doit absolument s'appuyer sur ces concepts-là pour pouvoir progresser dans le développement des projets, notamment en ayant en place des processus d'évaluation environnementale là, qui sont bien établis et qui amènent aussi à la participation des communautés locales et aussi des communautés autochtones. Au Québec, on s'est assuré dans les dernières années d'avoir une action qui est concertée afin de réduire les délais qui sont inhérents à la délivrance des différents permis et autorisations du gouvernement. On a mis en place un bureau de coordination des droits pour faire en sorte de mieux accompagner le promoteur dans ces différentes démarches pour obtenir les permis. C'est un accompagnement qui est régionalisé, puis qui se fait principalement au niveau régional pour faire en sorte que les différents ministères et organismes sont présents pour permettre de faire connaître aux promoteurs les différentes exigences et aussi de prévoir nos activités d'analyse dans les projets miniers. En matière d'environnement, vous savez, avant même d'opérer au Québec, une entreprise doit fournir puis faire approuver un plan de restauration de son site minier projeté et fournir toutes les garanties financières correspondantes à la restauration. On pense que pour nous, c'est un signal qui est fort, qui est laissé aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures.
Alors que d'autres juridictions dans le monde sont à fixer leurs priorités, le Québec s'est déjà positionné par rapport aux minéraux critiques et stratégiques. On a fait paraître en 2020 notre plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Ce plan-là, le premier au Canada, il couvre de l'exploration jusqu'au recyclage. Et M. Fitzgibbon l'a bien mentionné, il y a vraiment un enjeu parce que même les projets miniers à travers le monde ne suffiraient pas à répondre à la demande croissance en minéraux critiques et stratégiques. Donc, la clé, c'est aussi la recherche et le développement, l'innovation, mais certainement le recyclage. Et je lisais récemment qu'il y a moins de 9% des ressources extraites dans le monde qui sont remises en circulation. Donc, là, il y a vraiment quelque chose à faire et c'est pourquoi que le gouvernement du Québec a mis en place différents outils pour pouvoir appuyer le développement de projets qui favorisent l'économie circulaire et aussi le recyclage. Dans le plan québécois sur la valorisation des projets des minéraux critiques et stratégiques, on a un programme qui permet aux entreprises de faire appel à nous. On les soutient financièrement. On a eu un projet là qu'on a soutenu avec Alliance Magnésium pour pouvoir extraire de l'oxyde de magnésium à partir des résidus miniers de l'amiante. Même chose pour Rio Tinto, où il y a un projet chez Rio Tinto qu'on a soutenu, qui par le fait même est devenu le premier producteur d'oxyde de scandium de haute pureté en Amérique du Nord. Et aussi, on a un projet qu'on a appuyé pour développer et mettre en place un système de traçabilité pour les minéraux nécessaires à la fabrication des batteries. Donc, de la mine à la batterie, au véhicule. Parce que là, on est vraiment d'avis que le Québec peut se positionner avantageusement. Notre bilan, là, ESG, est certainement très intéressant pour faire valoir le Québec auprès d'investisseurs potentiels. D'ailleurs, M. Fitzgibbon en a fait mention, là, la fameuse région de Bécancour, où on a entendu là, des annonces dans le courant du printemps de l'ordre de 10 milliards de dollars de grandes entreprises mondiales, là, que ce soit GM, POSCO ou BASF, Vale aussi, là, qui veulent venir ici, principalement aussi attirés par notre énergie renouvelable, mais c'est certainement là dans le cadre de la stratégie, la mise en place de la filière de stratégie batterie, où là, il y a un nouvel écosystème qui présente plein d'opportunités économiques pour le Québec, à condition de travailler de façon complémentaire. Donc, comme le ministre Champagne et le ministre Fitzgibbon l'ont mentionné précédemment, il y a une réelle effervescence actuellement de la part des industries et des gouvernements qui veulent sécuriser et diversifier leurs approvisionnements. Puis clairement, les possibilités pour établir des partenariats avec le Québec, elles sont immenses parce que nous sommes un partenaire qui est fiable, qui est responsable, qui est peut-être même incontournable, qu'on pourrait dire. Donc, ce sera fort intéressant d'entendre les propos des panélistes dans la recherche de solutions pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Donc, je vous laisse maintenant entre les mains de Jean-François qui va pouvoir animer cet atelier. Merci, Jean-François. Merci. Merci, Mme Camden. Bonjour, mon nom est Jean-François Wood, je suis le directeur du bureau du Québec à Washington. J'ai aussi l'honneur de présider ce panel aujourd'hui et je suis aussi le dernier obstacle avant le cocktail ce soir. Alors, c'est un plaisir de pouvoir présenter le travail qu'on fait sur le terrain, les partenaires aussi du gouvernement du Québec dans le réseau des représentations. Le bureau du Québec à Washington est une des 34 représentations. On est l'État fédéré qui a le plus de représentation à l'étranger. On vient juste d'annoncer l'ouverture d'un bureau du Québec à Miami, où le Forum économique international des Amériques a aussi des activités. Alors, on est très excités de cette expansion-là qui découle d'une grande stratégie États-Unis. Mme Camden a bien dit, il se passe énormément de choses dans le secteur minier. This panel, for me, is emblematic of Quebec global focus in order to advance mining best practices, overcome shared challenges, and support a global transition to clean transport and energy.
Quebec recognized we must work together. And I don't want to brag, but just in Washington, we convened just at my office over 50 meetings like in the last year. We submitted comments to DOD and DOE, and I want to thank the Ministère de l'Économie and also the Ministère des Ressources naturelles from the CSM and EV batteries. Madame Camden testified before Congress, and we briefed more than 8 U.S. departments. And that is just in the last year and a half. So we have today like great panelists from Germany, Côte d'Ivoire, and the US on stage for me to all prove this type of action is occurring in Quebec offices across the world. Our offices in Berlin, Abidjan, and my office in Washington all work closely with these leaders. I had the chance to work with Abby and save a lot, and I know that working with you also, Mr. Diplot as well. So, je vais présenter M. Diplot, qui est le président du groupement professionnel des miniers de la Côte d'Ivoire, M. Volker Steinbach, the Vice President, Fan and Natural Resource Department and German Federal Institute in Geoscience and Natural Resources. And finally, Abby Wolf, the Vice President of SAVE, Director of SAVE, Centers for Critical Mineral Strategy. Monsieur Diplot, je vous demanderai, s'il vous plaît, de commencer, si possible, vous présenter votre association également. Merci beaucoup, cher monsieur. Écoutez, c'est un plaisir de participer à ce panel ce soir pour moi, puis cette fin de journée pour vous à Montréal. Je dois dire que ça aurait été avec beaucoup de plaisir que je serais participé en personne auprès de vous sur le plateau. Malheureusement, d'autres contraintes nous ont retenus loin de Montréal à cette heure-ci, mais je suis aussi heureux de participer à cette discussion. Mon nom est Jean-Claude Diplot, comme vous l'avez dit. Je suis président de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, qui est une association relativement récente. Elle a à peine 12 années d'existence, à l'image même de l'industrie minière dans le pays, qui est relativement jeune. Personnellement, je justifie d'un peu plus de 20 ans maintenant dans l'industrie minière à différents niveaux, dans différentes positions de responsabilité. J'ai beaucoup de plaisir en Côte d'Ivoire, dans le cadre de mes fonctions au titre de la Chambre des mines, de collaborer aussi avec votre bureau d'Abidjan, le bureau de Québec à Abidjan, avec notre bon ami Jacques. Et parce que simplement, le Québec reste une référence en matière minière et une très bonne école à laquelle on est tous heureux de continuer d'apprendre. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai personnellement gradué aussi à l'Université de Montréal, à HEC notamment, donc un pays dont je me sens particulièrement proche et dont la science en matière minière est établie. J'ai beaucoup de plaisir, comme je l'ai dit, donc à participer à ce panel pour débattre des problématiques de modernisation et de collaboration régionale en matière minière. Merci beaucoup, M. Diplot. On reviendra justement à ces pratiques-là dont vous parliez. Monsieur Steinbach, please tell us more about your role at BGR and as head of natural resources and your focus on mining as an intro. Yeah, thank you very much for the introduction. My name is Volker Steinbach. I'm from Germany, and I'm the Vice President of the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources. You can also call our institute the Geological Survey. So we are comparable with the Canadian Survey for Geosciences or the United States Geological Survey, the USGS. So our main target, our main goal is to advise the German government in all fields of geoscientific aspects. So beside my function as a Vice President of BGR, I'm also the head of the department, as you mentioned, for natural resources. So in the field of mineral and energy resources, our institute, we are carrying out research projects. We are developing geoscientific technologies and methodologies to analyze and for exploration, and finally we advise the German government. And I think this is very important that we are carrying out our own research work. This means our advice is based on a science, and I think this is very important. I will give you some example about our technical work, about our research work.
in the field of mineral resources. I will not focus on the field of energy resources. In the field of mineral resources, we are carrying out research projects about the geochemistry, about the mineralogy, about the genesis of ore deposits. And during the last years and also recently, we are very much focusing on the so-called high-tech metals. So lithium, indium, germanium, gallium, etc. Secondly, we are carrying out research projects and exploration projects in the field of deep sea marine mineral resources. Our institute, we hold 2 licenses with the International Seabed Authority. One license in a region is in the Pacific. There we carrying out exploration work for manganese nodules in a depth of 4,000 meters. And our second license area is in the Indian Ocean. There we are studying and explore polymetallic sulfides. So 50% of our capacity in this target of marine mineral resources, we are studying the geochemistry, genesis, etc. But the other 50%, we are carrying out environmental investigations, so the biology, etc. And based on this scientific results, we are also advising the International Seabed Authority because they are working on the developing and later on the implementation of so-called mining regulations. And I think this is also very important that Germany, so as a high-tech country, is supporting the International Seabed Authority. Otherwise, the regulations will be formulated by India, Russia, and China. Another aspect of our research project, and now I'm coming to the topic of this session, is the certification of mineral supply chains. We started this project 15 years ago already, in 2006, 2007. And besides this certification of mineral supply chains, we are also worked on the geochemical fingerprinting. The geochemical fingerprinting for tantal, tin, and tungsten. This means, and we especially focused in this project of Eastern Africa, the conflict regions. And if we get some ore from a trader, we can define or we can analyze whether this ore comes from an legal mine or from an illegal mine which is connected with conflicts. You know, Germany, in the past, we were a traditional mining country in the mid-age, or our region, the so-called Ore Mountain. In Germany, we have a mountain area called Ore Mountain. So 400 years ago, the mining started in this region. But nevertheless, in the moment, we are very much dependent on imports. We are very much dependent on the global raw material markets. And that's why our institute, we founded a new agency, which is also part of my department. This is called German Mineral Resources Agency. And with this agency, we are analyzing very carefully and very much in detail the global market situation, future projects or coming projects about tin, lithium, etc. In 2020, we also founded the so-called DEXOR. And with this DEXOR, our institute is a national authority to control the EU regulation on supply chains due diligence obligations. So this is also related to our session now. And last but not least, recently we are just founding a new research and development center for post-mining area. In Germany, you know, we have a long history in lignite mining, and according to our government, we will stop lignite mining, we will see in 2030, 2038 in this time. And therefore, our institute, we founded this new research institute. Last topic, we are also carrying out technical cooperation projects with resource-rich countries in Africa. In the moment, we are focusing on Eastern Africa in the region ICGLR, Congo, Rwanda, etc. We are in Namibia and Mauritania.
And in Southeast Asia, we are in Myanmar, and Laos, and Vietnam. And in South America, we are in the so-called Andean region. And in this field of technical cooperation, we are very much supporting the developing countries in implementing social aspects, environmental aspects in mining projects. So just a rough story about our institute. Impressive program. And last but not least, I want to turn into Mrs. Wolf to hear about SAFE and the role you are playing in driving the conversation in Washington on modernizing mining. And I want also to welcome, we have some friends from the Energy Natural Resources Committee, different departments, they're coming with us also. So very excited about you being in Montreal. So please tell us a little bit about how you're driving the conversation in DC. Bonjour, merci, and I apologize, that is very much the extent of my French, and so, je suis désolé. So I will be going back and forth between putting the translation headphones on so that I can understand our distinguished panelists here from Côte d'Ivoire. But so I am Abby Wolf. I'm the Vice President and Director of Critical Minerals Strategy at a nonpartisan, nonprofit think tank based in Washington, D.C., so a bit different from some of my other panelists here, bringing in more of a policy background than sort of a technical background. Although I did study geology in undergrad, I studied pegmatites enriched in rare earth elements and lithium, but that was some time ago. So SAFE, as it is now called, used to stand for Securing America's Future Energy. We've recently just adopted simply the acronym to show that we are trying to take a much more global and allied view when it comes to securing our future energy sources. So we were originally started in response to what we saw as a dangerous dependency on oil, and how, as you now see what's going on within the EU and their over-reliance on Russian oil and gas, those countries being unable to make decisions in their own best interest to support democracy and other sort of Western values that we would like to uphold. And so as we transition to a cleaner energy future, a future that is powered by batteries, but is built fundamentally on the critical minerals and materials that we're going to need to build those things, we want to make sure that we are not overly beholden on a single country or other countries that do not share our values to get those materials. And so right now, we are seeing that there is very much an over-concentration in the supply chain when it comes to critical mineral resources, and especially the batteries and their component parts that you need to fuel, this transition to the electric future, which right now is very much dominated by electric vehicles. And so we want to make sure that in the United States, our automotive sector, which is very key to our economy, contributes over $1 trillion to our economy each year, contributes indirectly or directly around 5% to our GDP, is not inadvertently hollowed out in the process of this electrification. So that leads us to the question of, why do we care about responsible mining then? And so we believe that it's very difficult right now to compete solely on cost, because where things are being sourced from now, you're ostensibly degrading the environment or exploiting workers in ways that we do not necessarily agree with in, in Canada, Quebec, or the United States, or some of our more allied nations sort of writ large. And so how do we create this global race to the top, where instead of placing too much emphasis on, saving a couple dollars here or there at the expense of workers and the environment, how can we commit to working together, because we couldn't just do this alone within the United States, to commit to sourcing things that are only mined using high standards in order to help level the playing field, so that you can begin to diversify those supply chains out of some regions where they're currently concentrated, we believe, primarily based on cost. Thank you, Abby. And I feel very lucky to have panelists from 3 different regions. And I want to ask, je vais commencer avec vous, Monsieur Diplot, en fait, mais I'm going to ask my question in English first. In your respective countries, as the push towards strengthening mining standards and modernizing practice has been driven by the climate change agenda, what parts have been driven by national economic security? Monsieur Diplot, comme chacun des pays présentement ici représentés ont des standards, ou une réflexion sur des standards un peu différents qui est conditionnée par la réflexion sur l'agenda pour lutter contre les changements climatiques. Quelle partie de ces élaborations de standards ont été portées par
soit la question nationale ou des intérêts nationaux ou des enjeux de sécurité économique. Je commencerai par vous. Merci beaucoup. I wish I could stand in English, dear Abigail, but that's, I mean, on my turn, my limit, you know, and the more I keep on going, the less you catch what I mean. So allow me to go back in French. So, et je suis tout à fait d'accord avec vous que la préoccupation climatique a conduit et prend de plus en plus de place dans la définition des politiques nationales des développements économiques tous azimuts. Aborder cette question, on doit le prendre vraiment de façon très, très humble. Et c'est la position que je prends parce que on est dans une région du monde où ces problématiques-là sont relativement récentes. Mais je pense que pour le monde entier d'ailleurs, la problématique climatique, pas que l'alerte soit récente, soit nouvelle, mais la prise de conscience et la volonté de pouvoir l'adresser est relativement récente. On se souvient tous que c'est seulement au cours de la dernière décennie, au gré des différentes coop, que l'agenda climatique est remonté à la surface des préoccupations des gouvernements à l'échelle mondiale. Donc, ça se reflète de la même façon dans ma partie du monde. Et dans le secteur minier, plus encore. Tout le monde se souviendra que même les plus grands groupes mondiaux, je pense à Rio Tinto, je pense à Vale, je pense à BHP, les programmes où les plans de transition énergétique ou climatique sont communiqués, sont adoptés, leurs stratégies et les plans d'action qui vont avec sont adoptés seulement depuis 2020-2021. Donc, on est dans des sujets aussi récents que cela. Toutefois, l'avantage que la région d'où je viens, la région ouest africaine et plus précisément la Côte d'Ivoire, l'avantage qu'on a, c'est que d'avoir été ou d'être des pays aussi jeunes en matière minière font que on apprend des bonnes pratiques de tous nos dévanciers, de tous les pays qui sont dans cet exercice depuis longtemps. On évite les mauvaises expériences où on apprend des leçons que les autres ont déjà prises. Donc, on fait des sauts de puce relativement intéressants et ça se reflète notamment dans les différents codes qu'on a aujourd'hui dans cette partie de la Terre. Si vous prenez le code minier de la Côte d'Ivoire ou le code environnemental de la Côte d'Ivoire, qui date le premier de 2010-2012, le deuxième de 2014, d'ailleurs on est en train de faire les réformes, ces plans-là sont relativement modernes et couvrent la palette de tous les instruments modernes dont la plupart des gouvernements se sont dotés aujourd'hui pour lutter efficacement et de façon responsable contre les problèmes de changement climatique. Alors, comment le secteur minier s'implique là-dedans, ou plutôt, quelle est la part que ces politiques de changement climatique prennent dans la définition des politiques nationales? Dans le secteur minier, clairement, on le voit aujourd'hui, hein, de toute façon, si vous retournez à la matrice de EY, Ernst & Young, à l'échelle mondiale, ils sortent annuellement une matrice des risques de l'industrie. Sur les 10 dernières années, les top risques que l'industrie perçoit ne sont pas des risques techniques, ne sont pas des risques opérationnels. Ils sont des risques environnementaux et ils sont des risques de gouvernement, ils sont des risques communautaires, donc ESG. C'est cette fonction-là qui est le top 3 des risques que notre industrie doit traiter ou auxquels il doit faire face à l'échelle mondiale, y compris donc à l'échelle régionale ici. Si bien que dans les politiques nationales, ces notions-là sont reflétées et c'est aussi une des missions que notre organisation se donne, de pouvoir, dans un dialogue intelligent et productif et constructif avec le gouvernement, de faire refléter ces préoccupations à la fois de protection environnementale, ces protections de meilleure contribution et participation des communautés nationales, mais aussi de meilleurs bénéfices, on va dire, de la part des gouvernements pour que nos projets miniers restent durables. Ouais. On est tous d'accord que les mines durables sont d'abord et avant tout des mines équitables. Mais équitables de ces 3 points de vue, du point de vue à la fois de l'environnement, à la fois des communautés humaines et des gouvernements dans des gouvernements qui dirigent les pays dans lesquels nous opérons. Donc ça, c'est un peu la mise en contexte que je ferai, ouais. Si vous me demandez quelle est la part que
les considérations à la fois climatiques ou économiques prennent dans l'élaboration des codes ou des lois ou du cadre législatif qui gouvernent nos opérations. Merci, M. Diplo. Je vais revenir à votre point, c'est très intéressant. Et je pense que M. Steinbach might have like something like to add on that one, like in this celebration of standards, like what parts has been driven by national economic standards and. Yeah, I think Germany is in a very special situation now. You mentioned the energy situation between Germany and Russia, etc. But nevertheless, in the moment, our primary energy consumption consists mainly of oil, of gas, and coal. So we have a yearly energy consumption of 12.3 exajoule, and 78% consist of oil, gas, and coal. 6% is nuclear power, but we will shut down the last nuclear power plant at the end of the year, according to the law. We will see. And in the moment, we are only producing 16% of our energy from renewable energy. So the goal is to increase or to change 84% of fossil fuels plus nuclear power to renewable energy. And this means in the next years until 2030, 2040, we have a tremendous construction of wind power energy and of solar energy. And if we have a look to wind power and solar, so we see that for these technologies, we need very specific raw materials. We need huge of cement, we need huge of steel, but we need also, for instance, for the wind power, we need rare earths. 98% of the rare earths come from China. And until 2030, only Germany needs 3.2% of the worldwide production of rare earths to fulfill the goal to increase the wind power. Also molybdenum, 3.5% of the worldwide production will only used for Germany for the time frame from now until 2030. And in the field of photovoltaic, there's a very high specific need for silicium, for silver, for tellurium, for indium, germanium, and gallium. And germanium, gallium, indium, etc. comes mostly from China. So from the global perspective, I think there are three factors which very much influence the demand on minerals. Number one is a global increase of the population. Nowadays, on the world are living 7.9 billion people. In 2050, it will be more or less 10 billion people. So 3 more billion people, they also need resources. The second aspect is, we tackled this issue in the moment a little bit, is the global market changed now. So the situation in Russia and also the situation in China. China was and is still the biggest mining country worldwide, but China is not only producing, China is also consuming most of the minerals. And I think the global market will feel it in the future. And the third aspect I just mentioned, the transformation of our economy, not only in Germany, worldwide, the global economy has to change. And this leads to the fact that we need much more lithium. I think 4 times more lithium is needed until 2040, according to the recent worldwide production. And in cobalt, with cobalt, the factor is 6. Thank you. Abby? So my fellow panelists touched on some very important points. I think that global concerns over climate change are certainly beginning to put much greater scrutiny and importance on the mining industry. As Volker just stated, the mineral intensity of this transition is going to be incredibly large. There are reports out of the International Energy Agency, out of the World Bank, that have looked at those specific numbers, projected increases for lithium and graphite on the order of,
close to 500% to meet goals by 2050 under different, 1.5 degree, 2 degree scenarios to meet stated climate goals. And so there's definitely, I think, an increased lens that is being placed and an importance placed on responsible mining to make sure that any sort of transition to a green economy is actually green and is actually clean. And in that, we're also finding this really interesting tension between wanting to rapidly decarbonize and also needing to get the minerals that we need to do so. And to do that properly and responsibly often takes a bit more time than doing it in the ways that are currently done to get things, rapidly and quickly. And so there's going to be this tension as we try to balance getting the materials that we need at speed and scale, but also doing it responsibly. And so, when we look at partners and deposits that exist within North America, within Canada and Quebec in particular, looking at your, towards sustainable mining practices and all of these things, they're going to be very important, I think, to bring people along who are, most interested in this electric transition for electric vehicles, although I would argue that, EVs might be the big market indicator right now, but it's really, it's the wave of the future, and EVs are just that first market indicator, that first moving signal as we transition to a more minerals-based economy, I think. I like to call it our Jetsons moment. But then, of course, as I said, in the United States, the federal government and Congress are looking very closely at ways to bring our mining laws perhaps into the future. Right now, our prevailing legislation is the Hard Rock Mining Law of 1872, which turned 150 years old this year, which for both Canada and the United States is quite old. I can say that when I talk to Europeans, they're like, oh, that's not that old. No, it's old. So, bringing that into the future. And as I said in my opening remarks, to ensure that we can diversify these supply chains, not just, when we're worried about foreign entities that don't share our values and may want to, manipulate or pull on one of our economic levers to get us to sort of do what they want or to not respond if they do something. It's also, we've seen in the pandemic, very important to have diverse supply chains should, a pandemic break out and factories have to shut down in one part of the world. If you're overly reliant on just that part of the world for those pieces, the global economy will shut down. So I think it's a bit of both. Are you optimistic? Oh, yes, I'm incredibly optimistic. Yes, no, I think that especially when you look at North America as a whole, there's a lot that we can accomplish. From like an European perspective? Yeah, I think maybe I can add one aspect. I mentioned the increase of the demand of metals and minerals. And in the moment, mining causes 20% of the global greenhouse gas emissions. So this is tremendous. And I think if the mineral resources extraction will decrease in the next years, so I also guess it depends on the technologies which are used for this mining. The increase of global greenhouse gas emissions from mining will also increase. And, but we have to look very much into detail where mining is carried out. There's a factor 10. 10 times is a variety, is 10 times between the CO2 or greenhouse gas emissions from some mines in Western Africa, Eastern Africa, Europe. It depends also on the geology. And mining has the biggest, in the field of raw materials production, mining and smelting has the biggest part of energy consumption. So I think we have to focus technically on this aspect. And also transport and refining and production, this must be analyzed in detail. Monsieur Duplot, vous avez bien cadré, je pense, de façon très éloquente le développement des meilleures pratiques au niveau de la responsabilité minière dans votre dernière intervention. Avez-vous quelques exemples concrets, en fait, de pratiques qui ont été modernisées pour justement avoir une pratique plus durable?
Oui, peut-être juste rapidement avant ça, réagir sur les commentaires de mes prédécesseurs. Et c'est toute la beauté en fait, et en même temps le paradoxe de l'industrie minière. On comprend très bien l'impact ou l'empreinte carbone que le secteur minier peut avoir. Mon prédécesseur a mentionné 20% de contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Et paradoxalement ou parallèlement, le secteur minier représente aujourd'hui l'une des plus grandes chances pour assurer la transition énergétique. Et je pense que sur ça aussi, on est d'accord. Parce que quand on regarde l'ensemble des réponses techniques qui sont proposées pour adresser la question de la transition énergétique, elles se construisent à partir de minéraux et de métaux. Donc, qui viennent encore une fois de l'industrie minière, qui se retrouvent un peu partout sur la planète. Et ça me ramène à un autre commentaire qui est que on n'a pas d'autre choix que d'envisager la question minière nous donne la chance de regarder la planète vraiment comme un village unique. Donc, les mines se retrouvent un peu partout et on ne sait pas les traiter dans des chaînes complètes de façon, je veux dire, en silo. Donc, on ne sait pas avoir une industrie totalement isolée en Afrique de l'Ouest. On ne sait pas avoir une industrie qui apporte toutes ces réponses, qui règle toutes ces problématiques et qui apporte toutes les solutions en Amérique du Nord de façon isolée. Les mines nous forcent à collaborer à l'échelle planétaire. Autant elles nous forcent aussi à collaborer à l'échelle régionale. Et ça m'amène à la question que vous posiez de est-ce qu'on a des cas concrets de pratiques qui ont été implémentées à partir de la collaboration avec entre les différentes parties. La réponse, c'est oui. Et il y a même des sujets nouveaux qui s'ajoutent sur la table. Vous regardez, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai indiqué que le pays est tout à fait nouveau, émergent en matière minière. 12 ans, ça n'est pas du tout du vécu. Donc, on est vraiment encore au stade de l'apprentissage. Mais de cet apprentissage, le pays se donne la chance de regarder les meilleures pratiques qui se font. Et sur un sujet, par exemple, de la cohabitation entre la forêt et la mine, l'avantage de cette discussion, c'est que je parle d'un pays qui est à l'origine, ou du moins dont l'économie est entièrement assise sur l'agriculture. Donc, on parle du succès économique de ce pays comme étant un pays agricole. Premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial d'EPA, premier exportateur de noix de cajou, enfin la liste est longue. Donc, c'est un pays qui a bâti son modèle économique sur l'agriculture. Mais en même temps, c'est un pays qui a un potentiel minier énorme. Et la géologie commence à peine à révéler ce qui est en train de se passer. On est tous d'accord pour dire que l'Afrique de l'Ouest, globalement, est certainement le prochain pôle minier de la planète, le prochain boom minier de la planète, de tous les points de vue, qu'on regarde les métaux précieux ou qu'on regarde un certain nombre de métaux, de minéraux stratégiques comme le lithium. Et d'ailleurs, on commence à sentir un rush assez récent d'ailleurs sur le lithium au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu partout. L'uranium au Niger et ailleurs, et j'en passe. Ce que ça a provoqué en Côte d'Ivoire, c'est de se dire, on a un paradoxe un parallèle où l'agriculture fait vivre l'économie de ce pays, les mines deviennent la prochaine chance de ce pays. Les deux utilisent la terre, l'un au-dessus, l'autre en dessous. Alors, comment on gère ce genre de dualisme-là? Comment on gère ce genre de cohabitation? Là, on a eu la chance d'avoir, au moment de la réforme du code minier, quelques années en arrière, deux ministres, l'un de l'agriculture, l'autre des mines. Et notre job en tant qu'association aux chambres des mines, ça a été de dire, est-ce qu'on est capable de faire asseoir les deux? On a un gouvernement qui dit, l'agriculture est son premier pilier de développement et il veut faire des mines son deuxième pilier de développement. C'est de nature, à l'origine, quand on le regarde froidement, ça peut être conflictuel. Comment on fait pour aligner les lois, aligner les pratiques pour que le développement de l'un n'enfreigne pas le développement de l'autre ou n'érode pas ou n'empiète pas sur le développement de l'un ou de l'autre. Ça a été une très bonne discussion dans laquelle la qualité du dialogue a prévalu, la capacité d'écoute a prévalu pour arriver à des textes qui permettent aujourd'hui, on n'est pas encore au bout de nos peines, hein, croyez-moi, et je ne suis pas en train de dire que tout est parfait encore, il y a du travail, mais déjà, ne serait-ce que la prise de conscience pour que les aménagements soient faits pour apporter aux mines ce qu'il lui faut comme terre pour se développer,
tout en préservant les terres qu'il faut pour développer l'agriculture. Donc voici un exemple qui, de mon point de vue, est intéressant. Au milieu, il y a des discussions qui se font sur l'accès, par exemple, aux forêts classées, l'obligation qui est faite aux mines d'aider à reconstituer les forêts classées sans comment dire, freiner leur développement. Au milieu, il y a, par exemple, l'obligation qui est faite aux mines de gérer les réserves d'eau, les eaux de surface comme les eaux souterraines. Donc, la liste est longue, mais il y a vraiment une série de points comme ça sur lesquels la collaboration se fait et se fait de façon, à mon sens, intelligente, qui permet donc à tout le monde de cohabiter et de prendre conscience qu'au bout, ultimement, c'est comment on préserve l'environnement national commun qui est le défi. Tout à l'heure, j'écoutais le ministre qui intervenait et créer de la richesse pour créer de la richesse n'est pas un but en soi. Créer de la richesse pour le bien-être des habitants, des humains, est le défi important. Et c'est à cela que ce genre de discussion-là sert à répondre. Vous ouvrez la porte à mon autre question, c'est le travail que votre association a fait est impressionnant. Puis vous pourrez peut-être rebondir, comme vous l'avez fait, sur la question que j'ai pour M. Steinbach. In fact, and I will start with you, Abby. What role can or do government and industry associations, but you were listening to what Mr. Diplo was saying, can play in advancing high standards for mining, and can increasing requirements for transparency along the supply chain play a role? Yes, no, absolutely. Governments need to play a role. As we've heard in some of the last sessions, though, what was very interesting to me from what Marissa from GM was saying was, we want to make sure that regulation doesn't outpace our ability to retrieve the minerals that we need or to make the leaps that we're making. That's not to say that I don't think that we can achieve those things. I think that we can, but it's also just to note that in the United States, we take a very lax approach to regulation, a little bit more than in the European Union. You have the EU battery regulation that's making their way through Parliament right now, which I'm sure Volker will touch on. And in places like China, they're able to make sort of decisions that thou shalt buy an electric vehicle, or you can only drive your ICE vehicle on certain days of the week, or you have to enter into a lottery to get an ICE vehicle. And in the United States, we're a little more left on relying on reading the tea leaves and sending like market signals, and it's a little more voodoo and trying to get industry to sort of do what we want while also trying to meet these goals. And so again, I mentioned we have at the federal level different working groups coming together trying to think about responsible mining in a better way, trying to think about ways to update the Hard Rock Mining Law of 1872. Right now, in collaboration with allies, the U.S. State Department has created this new initiative, the Mineral Security Partnership, which is building upon something that was actually enacted, I believe, under the Trump administration first, ERGI, the initiative for, the Energy Resources Governance Initiative, yes, which the United States and Canada and a few other countries partner on as well, that focuses on, high standards for the atmosphere, the biosphere, the lithosphere, and the hydrosphere, trying to make sure that we have clean air and water, and more importantly, I think in some of these cases as well, is proper channels for robust community engagement, which is something that, in Canada, you do quite well, especially in dealing with Indigenous communities, working with them on a government-to-government level, whereas in the United States, it's a bit more of a patchwork right now in how people deal with tribal nations. And so, again, in building up responsible mining practices and building up the social license to operate that's going to be so necessary within the United States, Canada, and all over the world to get the materials that we're going to need, it will certainly be a balance between government regulation to make sure that people are adhering to high standards, but also, having frank conversations, I think, with some of the savvier mining companies that understand, it behooves you to be a good neighbor, especially in the United States when we're an incredibly litigious society and people will slap you with a lawsuit even if your permit gets approved. So, and that's often because we do not require very early engagement with communities within some of our environmental impact assessment and sort of permitting processes. So certainly room. And Mr. Steinbach, can increasing requirements for transparency along the supply chain play
a role to help the... Yeah, I think it plays an important role. Maybe I would like to mention some European initiatives. Yeah. In the European Commission adopted a number of initiatives in 2020 and 21, anchored in the so-called European Green Deal. And I would like to focus on 4 aspects. The first aspect or initiative or regulation is the supply chain due diligence obligations for importers of tin, tantalum, tungsten, and gold for the 3 TTT plus gold, originating from the conflict-affected and high-risk areas, focusing on conflict-related human right risks, which has become a model approach for supply chain due diligence. Yeah. The second aspect you mentioned is a so-called battery regulation concerning batteries and waste batteries, updating a former directive, and among others, including requirements to establish carbon footprints for electric vehicle batteries. Second, increase recycled metal content in battery manufacturing. And third, establish supply chain due diligence producers. A third regulation is a legislative proposal on corporate sustainability due diligence, focusing on obligations from international conventions related to human rights, fundamental freedoms, as well as biological resources, chemicals, and waste. And the fourth regulative is that the European Union has developed EU principles for sustainable raw materials. And in the moment, these principles are not obligations, but they may serve as a starting point for further discussions. Yep. Thank you. Monsieur Diplo, voulez-vous réagir aux commentaires qui viennent d'être mentionnés? Maybe just share with Abigail. I was interested in getting your last word about you guys. I mean, not allowing. I mean, not having set the floor for an early entry or early engagement when a mining project is starting. And this is probably something we can share with you guys, and I'm glad to see that there are things we can, freely share with you guys in the US, and this is part of what we've done successfully here, making sure that from the early stage, any mining project embeds the need for, how can I put it, early engagement with the community. Making of them the key partner, even beyond the government permitting and all that, the key partner to the sustainability of not only the project itself, but also the social and physical environment the project will be developed into. So yeah, just to tease you a little bit on that. Thank you. That's great, collaboration, from the province of Quebec and each of you, and now collaborations happening also to. Yes, no, we certainly would be very happy to learn more from Côte d'Ivoire, from Quebec, from Canada, try to figure out these common roadmaps that we can be following to figure out ways that we can engage communities more. And also, I might say, in working together to make sure that whether it's a US company operating within Africa or any other country, making sure that, they are also held to high standards everywhere in South America and in other places, so that and that's where we're getting into more voluntary standards, or as Volker was talking about, we have these SEC regulations for the 3TG minerals, tin, tungsten, tantalum, and gold, that were passed in 2012 as a part of the Dodd-Frank Act. So we can use that type of regulation within the United States to try to make sure that any of those 3TG minerals are not funding conflict in conflict-affected regions. And so is there a way that we could be, examining that kind of regulation to broaden it out to some of these battery materials, to make sure that, when we're talking about American companies operating in places that aren't in the US, that they are still held to US standards and not, exploiting anybody anywhere else. It's great that we are talking about opportunities of collaboration among countries to modernize mining and increase standards, but why is it so hard to have one single standard?
Me first? I mean, if you want to go, or Mr. Schirmer. Yeah, I think we need to address not only the mining sector, we also need to address the supply chain. So we have to develop a life cycle perspective of raw materials. Yeah. And there are plenty of voluntary initiatives. And I think we also have to look this whole supply chain. There are many, and I think we are discussing about minerals, about metals, about various metals. So gold mining is not the same like lithium mining or cobalt mining. Or gold mining, yeah. So these initiatives focusing on some special minerals and also on some special aspects of the value chain. So I think to be successful, it's important to have very specific targets. But nevertheless, I think it's our task also for this discussion to try to harmonize. Yeah. And what we are doing together with OECD, our institute, we are developing a handbook on environmental due diligence in mineral supply chain. And we are also studied 11 different international initiatives, and we look what was to implement in the others. But I think also in the future we will have different initiatives. It must be, we cannot put everything in one big initiative. I think this would not work. I might echo that. It's very difficult. Please. Yeah, Monsieur Diplo, allez-y. OK, thank you. Ce que je voulais dire rapidement sur ce sujet de l'harmonisation des standards, c'est vrai qu'il y a une problématique liée à la fois à la nature des minéraux, et mon prédécesseur l'a bien indiqué. Il y a une question aussi de la fameuse protection ou jalousie de la souveraineté des États. Je pense que c'est un des gros freins, entre autres, si je peux. Les approches qu'on a vues fonctionner ont été généralement autour de sous-secteurs. Donc, vous prenez le secteur de l'or, et effectivement, il existe des standards. Il existe des standards harmonisés. Je donne juste l'exemple de la gestion du cyanure, qui est un produit relativement dangereux, qui est utilisé à haute intensité dans le secteur de l'or, en l'occurrence. L'industrie a pu se mettre d'accord sur un code harmonisé qui fonctionne à l'échelle mondiale pour toute l'industrie qui utilise cette matière. Donc, il part de la production, le transport, l'utilisation et la disposition du cyanure. Il y a un standard harmonisé adopté. Et il en existe quelques-uns d'autres dans d'autres filières de notre industrie. Après, on a la limite des législations nationales. On a la limite des, encore une fois, souveraineté de sécurité ou économique des différents pays qui peuvent par moment devenir des freins. Le constat qu'on fait, c'est que l'élément économique pourrait éventuellement devenir le moteur de l'harmonisation. Un exemple concret, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Encore une fois, je reviens à cet exemple-là. Si je prends juste la question du contenu local, c'est pas lié nécessairement aux standards techniques sur les minéraux et les minéraux, mais c'est une problématique qui concerne l'industrie. Ce qu'on observe, c'est que chaque pays a passé son temps à l'intérieur de ses frontières à écrire ses lois. On développe des lois de contenu local qu'on met en œuvre. Et on oublie qu'à la frontière voisine, il y a un certain nombre d'intrants, il y a un certain nombre de ressources, il y a un certain nombre de compartages, et qui rendent inopérante l'efficacité qu'on souhaiterait avoir dans la chaîne des valeurs. Donc, du coup, les pays sont obligés de se rasseoir à nouveau et penser harmonie régionale, et penser harmonisation des lois, et penser donc... Vous avez raison, je pense qu'à la fois l'économie et la nature de la géologie, parce qu'on a des cas où on a des mines transfrontalières qui obligent les États à penser système unique, système commun. Donc ces éléments-là peuvent contribuer effectivement à forcer un peu à la fois les gouvernements et les acteurs économiques à harmoniser et adopter des standards communs. Merci. Le secteur financier sait le faire déjà et on le voit bien dans les bourses. Merci, M. Diplo. Abbé,
in 3 words, because like now we are really the one standing between this panel and the cocktail. Oh, 3 words. Well, I'll just say that it'll be very important for us to try to achieve some sort of harmony, but as Monsieur Diplo said, regionalization might be a bit more helpful. It's difficult to find an agreement on a minimum wage even in the United States, let alone all over the world where we're going to be getting these minerals from. And so we'll have to think regionally, I think, about it as well. Monsieur Diplo, Monsieur Schlambach, Madame Wolf, on apprécie beaucoup votre participation. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis beaucoup de potentiel de collaboration. Merci. Merci.